Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un véritable monument historique et géopolitique. Quand on pense à l'Union européenne, on imagine souvent une machine bureaucratique un peu froide. Mais en réalité, c'est beaucoup plus intéressant de l'imaginer comme un immense chantier de construction. Un projet complètement fou, lancé sur les ruines d'une guerre dévastatrice et qui n'a cessé d'évoluer jusqu'à aujourd'hui. Alors, comment on va explorer ce grand chantier aujourd'hui ? Eh bien, on va d'abord s'intéresser à l'idée fondatrice juste après la guerre, puis on regardera l'évolution de ses organisations, ensuite on parlera de l'expansion de ses frontières, de son fonctionnement actuel, et on terminera par un petit audit de ses forces et de ses faiblesses modernes. Allez, c'est parti avec notre première étape, l'idée européenne d'après-guerre, ou comment poser les fondations de la paix. Il faut vraiment s'imaginer l'Europe en 1945. Le continent est littéralement en cendres. Pour lancer ce chantier titanesque, il y avait deux urgences absolues. D'abord une urgence interne, il fallait à tout prix reconstruire et garantir la paix. Ça a été rendu possible notamment grâce au fonds américain du plan Marshall, avec une priorité absolue, sceller la réconciliation entre la France et l'Allemagne. Mais il y avait aussi une pression externe massive. Avec la guerre froide qui pointait le bout de son nez, il fallait s'unir pour se défendre contre la menace soviétique, le tout sous le grand parapluie militaire des États-Unis. En gros, c'était une question de survie. Et bien sûr, pour un projet d'une telle envergure, il fallait des architectes visionnaires. C'est là qu'entrent en scène ce qu'on appelle les pères de l'Europe. Des politiciens très audacieux, comme Robert Schuman. C'est sa fameuse déclaration de 1950 qui a véritablement donné le coup d'envoi et dessiné les tout premiers plans de ce qu'allait devenir l'intégration européenne. Ce qui nous amène à notre deuxième partie, l'évolution de ces organisations. Bref, comment on a construit la charpente de l'édifice. En regardant cette frise chronologique, on voit vraiment comment la structure a pris forme étape par étape. Tout commence en 1951 avec la création de la CECA. L'idée de génie derrière ça ? Mettre en commun le charbon et l'acier. Si on contrôle ensemble les matériaux de base qui servent à fabriquer des armes, se faire la guerre devient tout simplement impossible matériellement. Ensuite, grosse étape en 1957, le fameux traité de Rome qui crée la CEE pour unir les économies. Et enfin, le point culminant en 1992 avec le traité de Maastricht. Et ce traité de Maastricht, c'est un véritable tournant. C'est à ce moment-là que la CE se transforme officiellement en Union européenne. On vient rajouter de nouveaux piliers porteurs super importants à notre bâtiment, on crée une citoyenneté européenne, ce qui était totalement inédit, et on lance l'immense projet d'une monnaie commune, le futur euro. C'est le moment où le projet entre concrètement dans le quotidien des gens. Passons maintenant à notre troisième étape, l'expansion des frontières, ou comment on a ajouté de nouvelles pièces à notre maison européenne. C'est quand même dingue de se dire que cette énorme machine politique d'aujourd'hui a commencé avec un tout petit noyau. Au départ, autour de la table, il n'y avait que 6 nations. Eh oui, seulement 6 pionniers. On y retrouvait l'Italie, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas et évidemment le duo central, la France et l'Allemagne. L'objectif absolu de l'époque, on le rappelle, c'était vraiment d'unir ces deux anciens ennemis de manière si intime qu'un nouveau conflit relèverait de la science-fiction. Mais attention! On n'agrandit pas un bâtiment pareil sans quelques règles de base. Les plans originaux prévoyaient des critères stricts pour accepter de nouveaux arrivants. Pour espérer rejoindre l'Union, un pays candidat devait obligatoirement être une démocratie stable et posséder une économie de marché capitaliste. Sans ça, impossible d'avoir les clés. Une fois ces critères remplis, le club a pu s'agrandir. Le Royaume-Uni a rejoint le bloc, et plus tard on a assisté à un événement géopolitique vraiment majeur. L'intégration d'anciennes nations du bloc soviétique. Des pays comme la Pologne ou la Roumanie ont fait leur entrée. C'était un moment historique qui marquait enfin la réunification d'un continent qui avait été coupé en deux pendant des décennies. Et tout ça nous amène au chiffre impressionnant d'aujourd'hui. 27 pays. Le contraste est juste hallucinant quand on repense au petit groupe des 6 fondateurs. Aujourd'hui, on fait face à un complexe gigantesque où 27 nations doivent cohabiter sous le même toit. Bon, on a vu la construction de l'extérieur. Mais comment ça marche au quotidien ? Quatrième partie, le fonctionnement, le véritable système d'exploitation de l'Union. Pour faire simple, il y a un trio qui tient les commandes de cette énorme machine. Tout en haut, on a les conseils, qui réunissent les chefs d'État et les ministres de chaque pays. Eux, c'est la voix des nations, ils fixent le grand cap politique. Ensuite, on a le Parlement européen, composé de représentants élus directement. C'est un peu la voix des citoyens, et c'est cette institution qui détient le pouvoir de voter les lois. Et enfin, on a la fameuse Commission européenne, avec ses 27 commissaires. C'est le moteur exécutif du système, c'est elle qui propose les lois et qui s'assure que le travail est bien fait sur le terrain. Pour terminer notre tour du propriétaire, passons à notre 5e et dernière partie, l'audit de ses forces et faiblesses modernes. Quand on fait l'audit de ce bâtiment aujourd'hui, le contraste est quand même saisissant. D'un côté, c'est un véritable titan économique. On parle du 2e plus grand PIB mondial, d'une force commerciale écrasante, avec une monnaie, l'euro, qui arrive à rivaliser avec le dollar américain. Mais de l'autre côté, la structure a une faille majeure. C'est presque exclusivement une puissance économique.
Du coup, elle affiche des faiblesses diplomatiques et militaires assez flagrantes. Ça en fait un géant au pied d'argile, particulièrement vulnérable face à des menaces géopolitiques extérieures, comme la Russie. Et puis, les problèmes ne viennent pas que de l'extérieur. Il y a de profondes fissures à l'intérieur même des murs. L'Union fait face à de lourdes critiques de la part des citoyens. Elle est souvent perçue comme un système un peu trop technocratique, trop favorable aux grandes entreprises. Beaucoup ont le sentiment que les politiciens à Bruxelles sont complètement déconnectés des réalités quotidiennes. Et ces critiques, ce ne sont pas juste des mots en l'air, elles ont eu des conséquences bien concrètes. La preuve ultime étant le vote historique du Brexit en 2016, où une nation entière a carrément décidé de faire ses cartons et de quitter le bâtiment. Ce qui nous laisse avec une question cruciale pour l'avenir. Comment cette construction historique va-t-elle réussir à s'adapter aux pressions mondiales et aux critiques internes ? Face au retour des tensions aux frontières de l'Europe et aux doutes des citoyens, est-ce que le plan de 1945 est encore assez solide ? Le plus grand chantier politique de l'ère moderne devra-t-il repenser entièrement ses fondations pour survivre au XXIe siècle ? C'est le grand défi des années à venir. Merci d'avoir suivi ce décryptage, on se retrouve très vite pour une nouvelle analyse.